Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 41e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Mehdi, Julie, Élise, Emma et moi-même Fred, nous espérons vous proposer des belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Mehdi va animer l'émission de ce soir. Notre invité ce mercredi est Bogdan Obraz, qui a notamment témoigné des relations franco-ukrainiennes dans son roman Kiev-Paris, publié quand il était étudiant. Nous sommes installés dans le cocon du studio de la radio. Prenez place avec nous pour cet entretien. Avant que je ne passe la parole à Mehdi et Bogdan et que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 24 septembre 2025 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles sur 93.fm et en DB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct, soit sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm et émission Chemin de Traverse, ou par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Et je vais passer la parole à Mehdi et Bogdan. Merci beaucoup Fred. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Pour ma rentrée, j'ai le privilège de recevoir ce soir Bogdan Obraz, avec qui nous allons parler littérature, amour et point de vue sur l'actualité. Bogdan, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. On va se tutoyer ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Bogdan, l'idée de t'avoir dans l'émission aujourd'hui, c'était de pouvoir discuter ensemble de ton métier d'écrivain et de pouvoir un petit peu comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, qu'est-ce qui t'a amené à être édité, à faire des livres, quelles sont les origines un petit peu de cette passion. Parler aussi d'un sujet qui te tient beaucoup à cœur, qui est l'amour, ce qui est assez intéressant puisque c'est un sujet sur lequel on peut discuter pendant des heures et des heures, mais avoir ton point de vue par rapport à l'amour et à la manière dont tu l'as mis en avant et mis en scène dans ton livre. Et bien évidemment, on conclura avec un petit peu l'actualité puisque tu es franco-ukrainien. Et ça sera intéressant de pouvoir avoir ton point de vue non seulement sur la position actuelle de l'Ukraine par rapport à ce qui se passe au niveau du conflit avec la Russie, et surtout avoir un message d'espoir par rapport à un avenir proche. Oui. Bogdan, je te laisse la parole. Merci de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Donc, je suis Bogdan Obraz. Mon pseudonyme littéraire est Bob, B-O-B. C'est tout simple, B.O.B, Bogdan Obraz, rien d'américain. Je suis en France depuis septembre 2008. Je suis venu ici en cadre de mes études et puis je suis resté. Et également, je suis un écrivain ukrainien. Depuis 2015, je suis publié en Ukraine et c'est quelque chose qui est ma passion, c'est quelque chose donc je continue tout le temps et c'est quelque chose aussi qui m'aide à être aussi le porte-parole d'Ukraine, car effectivement, quand on est écrivain, on est une personnalité ou une personne engagée pour l'avenir de son pays aussi. D'accord. Et justement, par rapport à ce que tu viens de nous dire et sur les origines un petit peu de ta passion, est-ce qu'il y a eu un catalyseur, un auteur en particulier, un style qui t'a amené à te dire « Ok, ça me plaît l'écriture ». Je vais essayer d'avancer dans cette voie-là. Alors effectivement, parce que j'ai déjà un petit peu le parcours différent qu'un simple écrivain, qu'un écrivain tout court, parce que je n'ai pas de parcours littéraire du tout. D'accord. C'est-à-dire que j'ai mon parcours formation économique, voire école de commerce à Paris. J'ai commencé à écrire tout d'abord parce que depuis que j'étais enfant, j'aimais bien lire. Et du coup, j'adore bien sûr la littérature française. En France, pour chaque auteur... Enfin, chaque lettre d'alphabet, on a un auteur mondialement connu. D'accord, oui, c'est vrai. Et en revanche, quand j'ai commencé réellement à écrire, c'est quand j'étais étudiant en Ukraine, donc des années 2000, seconde moitié des années 2000, parce que j'ai découvert notamment la littérature contemporaine ukrainienne. Pas la classique qu'on devait apprendre à l'école pour lire à l'école pour avoir des bonnes notes, mais justement la littérature contemporaine, à partir, disons, 91, où c'était un véritable souffle, un souffle de liberté, un souffle de
nouvelle découverte, un souffle d'esprit libre, oui. Et c'est mes amis qui m'ont poussé à écrire en disant, voilà, tu connais plein de petites histoires, tu as toujours des petites choses à nous raconter, pourquoi pas, regarde, il y a d'autres auteurs comme Lubko Derej, qui était aussi édité en France, qui sont quelques années plus âgés que toi, ou ont presque le même âge, et ils sont déjà édités. Et donc, j'étais poussé pour cela, mais je pense que le véritable catalyseur, c'était ma venue en France. D'accord. Parce qu'en Ukraine, j'étais dans un cercle de confort, on peut dire comme ça. Je fais mes études, j'avais mes amis, la famille, la bien-aimée, etc. Et là, soudainement, je suis poussé de ce cercle de confort pour venir en France pour faire mes études. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai compris que j'ai une situation privilégiée. C'est-à-dire que je vis entre la ville de Kiev et la ville de Paris, que je suis entre la France et l'Ukraine, et que ce que je découvre, je pourrais le faire découvrir à mes lecteurs. L'idée, c'est que ce ne soit pas juste parler de moi, comme tu sais, pas mal de blogueurs le font, mais que ce soit intéressant et que ce soit instructif. Et c'est pour ça que j'ai commencé à grappiller, à gratter les papiers, à noircir les pages de mes calepins. Et le fruit de ce travail, c'est mon roman Kiev-Paris. Merci beaucoup. De ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un vent de liberté en Ukraine avec cette vague contemporaine dont tu parles. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ce vent-là qui... déjà, comment c'était avant ? Puisqu'on parle de vent de liberté, mais est-ce qu'il y avait une certaine censure en Ukraine avant cette nouvelle vague contemporaine d'écrivains ? Et la deuxième question que je me pose, que j'ai envie de te poser, c'est à partir du moment où tu as senti ce vent de liberté, quelles ont été les étapes en tant que pré-écrivain que tu as mis en place pour pouvoir avoir une certaine routine dans l'écriture, en sachant que tu faisais des allers-retours entre Paris et Kiev, en sachant que tu naviguais entre deux langues et arriver à adapter tes anecdotes dont tu parles, puisque de ce que je comprends, c'est la somme d'anecdotes que tu as pu vivre ou que tu as pu voir qui t'ont amené à les faire dans un condensé pour pouvoir avoir ton premier ouvrage. Alors oui, effectivement, quand on parle de la censure, il ne faut pas oublier que l'Ukraine est indépendante depuis 1991. D'accord. Avant 1991, tout ce qui était écrit, quand même majoritairement, était révisé, et que les auteurs ukrainiens qui étaient, qui avaient une certaine vogue, ils devaient écrire sur des sujets qui n'étaient pas contradictoires, notamment pour le pouvoir soviétique. Bien sûr, les Ukrainiens le faisaient. Je te prie de croire qu'on a toute une génération, malheureusement, qu'on appelle la génération Renaissance fusillée. Donc, c'est les années 30. C'était vraiment les fleurons de l'écriture ukrainienne. Ce qu'ils écrivaient, ça déplaisait au pouvoir soviétique, donc ils étaient fusillés en 1933. Et après, il y avait quand même la littérature qu'il fallait c'était la plume soumise quelque part. Il y avait une relecture des livres, on va dire, par le gouvernement et une véritable censure qui était mise en place. On peut dire comme ça. Bien sûr, il y avait toujours un petit peu, tu sais, les Ukrainiens en rebelles. Absolument. Donc, ce sont les textes très bien. En revanche, je pense que fin des années 80, début des années 90, là, il y avait le souffle de liberté. Justement, c'était l'agonie de l'Union soviétique. Et c'est magnifique, la littérature ukrainienne sur cette période-là. Après, il y avait la Révolution Orange 2004, qui a poussé justement la communication sur le livre ukrainien. Et c'est pour ça que nombreux écrivains, ils ont eu la gloire justement grâce à ce souffle de Révolution Orange en 2004 et puis aussi 2013, la révolution Euromaidan, la révolution de dignité, ça a encore plus poussé toute cette génération des écrivains contemporains et je suis bien heureux que plusieurs d'eux sont traduits en en français et qu'ils sont disponibles pour le lecteur français. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Comment ça s'est passé? Déjà, c'était, je pense, mon troisième essai, mon troisième roman, parce que d'abord, j'ai gratté, j'ai fait un petit feuilleton d'une cinquantaine de pages que j'ai appelé Big City Love. Il y avait un tube en 2007, je crois, comme ça. Et donc, c'était un mélange d'histoire d'amour. Oui, d'une cinquantaine de pages, même pas. Mais franchement, tu sais, le premier livre,
C'est un essai. C'est un essai, c'est un brouillon. Toutefois, j'ai publié les extraits sur Internet et il y avait plusieurs centaines de lectures à l'époque. Tu vois, non, mais c'est très bien parce que ça permet ça permet de pouvoir avoir un écho tout de suite sur ce que tu as fait et de savoir si alors ton style, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tous les cas la manière dont tu voulais faire évoluer ta plume pouvait correspondre à une audience, ce qui est plutôt bien puisque aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, il est vrai que dès lors où on publie quelque chose, on a une réponse instantanée, chose qui n'était pas forcément le cas à l'époque, et je trouve que c'est plutôt une belle amorce. Quand est-ce qu'est sorti ton premier ouvrage? T'avais quel âge? C'était en 2015, quoi. D'accord. 27 ou 28, oui. Et en fait, justement, c'était déjà quelque part mon troisième ouvrage qui est devenu un livre. Parce qu'après après le premier feuilleton, j'ai écrit encore quelque chose, mais je ne l'ai même pas envoyé aux éditeurs. En revanche, justement, cette idée, cette situation dans laquelle je me trouvais, être entre Paris et Kiev, entre France et Ukraine, j'ai compris que c'est quelque chose qui est absolument inédit, inouï. Et je voulais profiter au maximum pour faire découvrir la France aux Ukrainiens, pour faire découvrir, quelque part, faire la comparaison entre deux villes, et pour que ce soit un roman d'amour aussi, justement, utiliser le côté sentimental, le côté romanesque, introduire des héroïnes. Voilà. Ouais, complètement. Et il est sorti en 2015, justement, je l'ai écrit en 2011, donc on a signé le contrat en 2012, après il y avait plusieurs lectures, donc ça a pris un petit peu de temps, et ça a eu un vif succès en Ukraine, notamment c'était la présentation pendant le festival littéraire Arsenal des livres. Après, suite à cela, il y avait toute une émission radio en 2017 où en 10 extraits, en 10 émissions, 10 volumes, je lisais mon livre et que c'est devenu un livre audio. D'accord. Et en 2018, le lecteur français, depuis 2018, le lecteur français peut le lire en ukrainien, en français. Il est sorti chez l'Harmattan. Super. Et comment est-ce que toi, tu l'as vécu, cette ascension de jeune étudiant qui a une envie de pouvoir surfer sur une vague libertaire et avoir envie de raconter des histoires, je deviens un écrivain complet et je suis édité. Ça fait quand même un gros gap. Oui, c'est vrai que je peux te dire, c'est quelque part une fierté, mais aussi je vais te dire, c'est une responsabilité. Parce que quand on écrit quelque chose, on est responsable de ce qu'on écrit. C'est pas la peine de vouloir plaire à quelqu'un, mais c'est quelque chose que tu veux faire et tu es soucieux de la qualité. Voilà. C'est pour ça que, bien sûr, dès lors que je reçois... tu vois, quand on me critique moi-même comme une personnalité, d'accord, c'est une chose. Mais quand on critique mon livre, c'est comme mon bébé. Non, je comprends. Oui. Donc, effectivement, c'est comme si c'était mon bébé, mon livre. Et justement, je me suis bien à l'aise. Et surtout que quand j'ai vu l'accueil bienveillant de mon livre, quand je recevais des très bonnes critiques, et que c'est cela qui pousse à écrire un peu plus. D'accord. Les critiques étaient plutôt françaises, plutôt ukrainiennes, plutôt... Disons plutôt en ukrainien, bien sûr. Il est mieux marché en Ukraine, bien sûr, parce que tout d'abord, force est de constater, c'était écrit pour les Ukrainiens. Quand même, quand on a fait la version française, c'était plus adapté, il y avait pas mal de remue-ménage. Mais tu vois... C'est surtout quand on a un écrivain, certains se comparent à des rockstars, etc., qui pensent qu'ils ont plein de groupies. Moi, justement, la vérité m'oblige à dire que la majorité de mes lectrices, ce sont plutôt des dames d'un certain âge, des babouchkas, des grands-mères, tu vois. Et je reçois les messages très agréables, c'est que comme si, à ces grands-mères, je leur permets de voyager à Paris. Parce que Paris, à l'époque soviétique, c'était une ville, t'imagines? Un fantasme. C'était un fantasme. On ne pouvait pas... comme ça, venir, parce que c'était le rideau de fer, etc. Donc, bien sûr, les hommes et les femmes, surtout soviétiques, ils s'émerveillaient en regardant les films d'Alain Delon, de Brigitte Bardot, en écoutant Jodassin, voilà. Donc, c'était une ville quasiment imaginaire. Et donc, en lisant, parce que c'est quand même assez minutieux, où je compare différentes quartiers de Kiev et Paris, parce que j'essaie de vivre comme à Kiev, découvrir plein de lieux insolites, etc. Et donc, quand ils le lisent, ça leur permet d'imaginer et de se projeter, de se flâner, j'aime bien ce mot, flâner dans les rues de Paris. Et c'est pour ça que quand je reçois ce genre de messages, merci de m'avoir fait visiter Paris, merci de m'avoir accompli mon rêve d'avoir visité ce Paris dont je rêvais tant, je me sens ému. Tu vois, ça s'est transformé en fantasme, j'ai envie de dire, de certaines personnes qui n'ont pas pu voyager et découvrir Paris
par l'intermédiaire de tes textes, donc par l'intermédiaire de ta plume, d'avoir ce sentiment de partager tes aventures, de partager effectivement, parce que tu as parlé d'un sujet qui est important, c'est ta comparaison entre Paris et Kiev, puisque ton livre s'appelle Paris-Kiev, et justement, tu mets en évidence des choses qui te paraissent un peu extraordinaires, romancées, pleines de bienveillance, avec ce que tu as pu connaître à Kiev, et tu fais aussi cet écho avec Paris, et c'est quelque chose qui fait sens, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes qui nous écoutent ont pu aller à Kiev, mais c'est vrai qu'en lisant ton livre, on arrive à se projeter également sur un Kiev qui donne envie d'être visité et envie d'être connu. En effet, et c'est vrai que moi, quand je pense à Kiev de la période quand je venais, parce que je revenais entre toutes les 2 semaines jusqu'à tous les 3-4 mois. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'était une ville, bien sûr, comme une grande ville avec, bien sûr, ses problèmes, mais surtout, il y avait plein de qualités. Et surtout, je pense à cette époque 2014, 2020, 2022, où vraiment la ville s'est transformée réellement, notamment après la révolution de dignité. Et c'était très en vogue de venir. Il y avait plein de superbes cafés, il y avait plein d'îlots. C'était une ville où on tournait tout le temps le cinéma. Il y avait plein de stars qui venaient pour faire la publicité, voir les clips. Notamment les 2 clips d'Orelsan qui ont explosé en nombre de vues. Donc c'était une ville qui était quelque part, je dirais, Paris de l'Est. Ouais, je comprends. Et je suis heureux de l'avoir de faire découvrir sur les pages de mon livre. Et comment, toi, en tant qu'écrivain, tu as pu utiliser cette énergie dont tu parles, qui était relativement forte et éclatante, on va dire, à Kiev pendant ces époques-là. Comment est-ce que toi, tu as pu canaliser cette énergie-là pour pouvoir la retranscrire dans tes écrits? Je pense que à chaque fois que je revenais, tu vois, c'était comme une fête. Pour moi, Kiev, c'était une fête. Parce qu'effectivement, à chaque fois que je venais, il y avait plein de rencontres, il y avait plein de nouveaux lieux. Et la majorité de pages que j'ai écrites, je pense, c'était dans le vol. Justement, pas même Paris-Kiev, mais Kiev-Paris. C'est dans le vol, parce que tu vois, quand t'as pas de portable, quand t'as pas de montre, en plus je prenais souvent les vols Air France, là il y a du bon vin, etc. Et c'est là où justement j'écrivais, je grattais les pages, et c'est là où j'étais en pleine sérénité, et j'ai eu tellement d'émotions, parce que quand même, après Kiev, à Paris, c'est différent, mais je pense que toutes les émotions que j'ai vécues pendant ces courts séjours, ça m'a permis de noircir les cahiers de mes pages et de retransmettre tout ce que je ressentais. Et ce qui d'ailleurs n'est pas le cas de mon héros, parce que mon héros, comme s'il était figé à Paris. Mais l'écrivain lui-même, il voyageait tout le temps, et c'était ça. C'est beau, parce que ça veut dire que tu arrives à retranscrire l'émotion, le bonheur que tu as pu vivre en faisant tes allers-retours, le temps d'un voyage en avion. Oui, c'est l'un des... Moi, les rares instants où je suis vraiment déconnecté, c'est quand je suis dans l'avion. Aussi, comme je pratique l'aviron, c'est dans le bateau, mais c'est là où j'ai pas ni de montre ni de portable, c'est ça. En même temps, t'as pas le choix, hein. Tu peux pas faire autrement. Non, il semblait que maintenant il y a le wifi dans les avions, donc c'est... Ouais, mais bon, on va éviter. Oui. Mais c'est très intéressant, donc merci pour ce partage, parce que ça nous permet de comprendre un petit peu quelles sont la genèse de ton amour pour l'écriture. Est-ce qu'il y a des écrivains ukrainiens ou peut-être français qui t'ont inspiré dans ton style? Wow, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, je pense que quand on lit certaines œuvres, certains écrivains, on s'emprunte de style. Ouais, je pense. Et après, ça a l'impact sur toi. Donc, bien sûr, quand je parle de littérature ukrainienne, je pense aussitôt Sergei Jadan, qui est traduit en français, Lyub Koderesh, Yuri Andrukhovich, Oksana Zabushko. Donc, il y a toute une farandole d'écrivains ukrainiens qui, quand même, en les lisant, je me suis dit, waouh, c'est top. Quant à la littérature française, je dirais c'est plutôt la littérature classique que j'aime bien lire. Donc, quand je lis un auteur, ça peut être vraiment la majorité de ses œuvres, notamment quand c'est la Pléiade. Et au final, au fur et à mesure, ça s'imprègne. Et après, toutes les idées que l'écrivain essaie de transmettre, quelque part, ça a un impact que tu peux l'utiliser un peu différemment. Donc, c'est comme si, tu vois, je suis un SpongeBob, oui, Bob l'éponge. Je prends toutes ces idées, le style, le côté narratif,
et que j'essaie de transmettre. Et d'ailleurs, souvent, je cite. Très souvent, mes livres sont truffés de références littéraires. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que dans ton livre, il y a énormément de références. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'un artiste, un écrivain a forcément des inspirations et a forcément des références qui l'amènent à affiner un peu son style et avoir sa propre personnalité. Donc, ce qui est fort dans l'histoire, c'est que tu es capable de pouvoir t'imprégner à la fois d'une culture ukrainienne avec une vague libertaire qui a pu arriver dans les années 90, avec un classicisme français qui a eu ses heures de gloire, et d'arriver à essayer d'en tirer la quintessence de ces deux cultures pour pouvoir essayer d'avoir un style qui est le tien. Oui, en effet, l'idée c'est de juxtaposer, et puis surtout qu'on a beaucoup de choses en commun avec la France. Déjà, quand on parle de relations, il y a Anne de Kiev qui était l'épouse de Henri, oui. Donc déjà ça a commencé par là. Après, en parlant de Honoré de Balzac, donc sa bien-aimée était en Ukraine, il passait à Kiev plusieurs fois dans l'année. Selon une légende, elle a même apporté une horloge pour montrer, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en commun, et l'idée c'est de continuer cette exploration et continuer cette relation franco-ukrainienne, parce qu'on est aussi quand même inspiré par la liberté, l'égalité et la fraternité. Ouais, complètement. Et je sais que c'est un sujet qu'on abordera dans la seconde partie de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une thématique sur laquelle tu as encore envie de travailler, sur laquelle tu penses que tu as encore de la matière à mettre en avant sur cette relation qui paraît forte pour toi entre la France et l'Ukraine? Absolument. Et puis, il y a beaucoup de métiers actuellement, surtout depuis ces 3 ans et demi dernières, car il y a beaucoup de choses qui ont soudé la France et l'Ukraine. Notamment, on est éternellement reconnaissant à la France qui aide l'Ukraine à lutter. Et oui, pour mon nouveau roman, je veux justement explorer la situation des Ukrainiens, surtout des Ukrainiennes en France. Super. Parce qu'effectivement, quand on venait à Paris pour les vacances, quand tout c'était la vie en rose, comme chantait Edith Piaf. Mais en fait, quand on perd sa maison, quand on est obligé de quitter l'Ukraine, oui, c'est un crève-cœur. Tout ce que tu aimais reste en Ukraine et tu viens en France, c'est complètement différent. Et c'est là justement le thème que j'essaie d'explorer. J'ai déjà presque une trentaine de pages de textes. Sur le déracinement? Voilà. C'est même pas, oui, quelque part, le déracinement, c'est plutôt la situation quand tu es en France, d'être une Ukrainienne en France. D'accord. Parce qu'effectivement, je veux montrer la guerre, pas comme elle est, parce que je ne l'ai pas vue par mes propres yeux, mais la guerre qui est perçue par l'écran d'un téléphone. La guerre quand on parle en buvant, en prenant l'apéritif. La guerre quand on parle de la solitude. La guerre aussi, quand on parle de ce qu'on appelle, j'essaie d'explorer aussi le côté, ce que j'appelle le hédonisme décadent. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Carpe Diem, mais tu essaies de prendre le plaisir comme si c'était la dernière fois. Parce que soit il y aura un missile qui va venir, soit tu vas juste ouvrir ton portable et tu vas voir une nouvelle que plus jamais ne sera comme avant. Voilà. Donc il y a plein de choses à ouais, c'est intéressant. La question que je me pose là, c'est est-ce que la guerre vue par des Ukrainiennes qui sont en France ou qui ont dû quitter l'Ukraine pour venir en France, mettre en évidence ce regard-là, est-ce que c'est un regard que tu souhaites amener comme étant un regard de bienveillance et de reconstruction par rapport au drame qu'elles ont vécu, sans pour autant accentuer peut-être une notion de culpabilité qu'elles ont? Parce que, par définition, certaines personnes qui quittent un pays en guerre, elles partent pas forcément avec les personnes avec qui elles souhaitent être. Je sais qu'en Ukraine, beaucoup de femmes ont dû laisser leur mari ou leurs grands-enfants parce qu'ils étaient sur le front. Et se retrouver en France aujourd'hui en voyant, comme tu le dis très justement, la guerre par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, est-ce que ce sentiment de culpabilité est quelque chose sur lequel tu veux pas appuyer? Et est-ce qu'il y a d'autres émotions que tu souhaites mettre en avant pour que justement l'écriture que tu souhaites amener par rapport à ces femmes-là soit un message d'espoir?
Absolument, il y a toujours l'espoir, c'est ça, et c'est quelque part aussi l'étendard pour un écrivain. Quelque part, on est porteur d'espoir aussi. Ah, complètement. Mais En tous les cas, sur certains sujets, oui. Non, mais c'est vrai que si je peux résumer cela en un seul mot, c'est la résilience. C'est la résilience des Ukrainiennes, la résilience des Ukrainiens, indépendamment où on est. Et c'est ça justement le sujet que je veux explorer le plus contre vent et marée. D'accord. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as encore de la famille en Ukraine? Oui, en fait, j'ai mon père, j'ai mon oncle, j'ai mes amis qui sont là. Et d'ailleurs, c'est étonnant, la majorité de mes amis, ils ont quitté Kiev. Donc, soit ils sont allés dans la banlieue, soit dans l'ouest, soit effectivement certains qui sont dans l'armée. Il y a aussi ma filleule, oui, je suis parrain d'une fille, d'un ami. Donc, ils sont là et c'est vrai que je peux dire qu'il y a comme si un certain gouffre entre eux et moi, parce que moi je suis ici, eux ils sont là-bas, tu vois. Donc c'est pour ça que si demain j'arrive en Ukraine, je ne sais pas comment ça va être, parce que quand même il y a beaucoup de distance, voilà. C'est une question que tu t'es posée, ça, d'un jour, oui, je pense retourner en Ukraine. Oui, tu vois, c'est une question qui est facile à poser, mais très difficile à trouver. Mais je n'ose même pas réfléchir à la réponse. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que ça doit pas forcément être facile, mais je pense que c'est un sujet qu'on abordera sur ton côté un peu militant. Oui, après, justement, pour te dire, globalement, si je peux aller en Ukraine, mais sans aucune certitude de revenir. Voilà. Est-ce que c'est facile de prendre juste le billet aller simple? Voilà. Après, qu'est-ce que je peux faire là-bas et qu'est-ce que je peux faire ici? C'est aussi la question. Donc, effectivement, c'est une interrogation existentielle quelque part. Voilà. Mais aujourd'hui, tu sais ce que tu peux faire ici et c'est relativement intéressant et important de pouvoir le partager. Et c'est effectivement un sujet qu'on pourra aborder dans la deuxième partie de l'émission sur qu'est-ce que tu apportes en étant en France en tant qu'Ukrainien pour faire en sorte que ta voix soit une caisse de résonance à l'international ou en tous les cas que les messages de paix que tu souhaites faire passer puissent être entendus là où ils doivent l'être. Tout à fait. Pour finir sur cette première partie, donc là, de ce que je comprends, c'est que tu es en train de travailler sur un second livre, et ça, je suis très content de l'entendre, et surtout attaquer le prisme de la vision de la guerre vue par les femmes qui ont quitté l'Ukraine pour venir en France ou peut-être dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as parlé à ton éditeur ? Alors, je me permets de rectifier, ça va être mon troisième livre. Pardon, excuse-moi, ton troisième livre. Oui, parce qu'effectivement, mon deuxième livre, il est sorti il y a 2 ans, ça s'appelle Lyon, les vifs Instagram. Et là, si tu veux, mon héros, c'est déjà un Français qui tombe amoureux d'une Ukrainienne. Voilà. D'accord. Et là, justement, pour répondre à ta question, on est en train de chercher un éditeur en France. Je sais que mon éditeur en Ukraine, c'est Nora Druk. Ils ont envoyé une lettre pour le comité de lecture d'un éditeur en France, Silence Radio. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà une traductrice, j'ai un extrait d'une 15aine de pages, mais les problématiques, tout d'abord, effectivement, pour certains éditeurs, c'est les droits d'auteur. Après, c'est la traduction. Tu sais, j'ai plusieurs éditeurs qui m'ont dit qu'ils veulent que je traduise, que ce soit traduit en titre gracieux, et après, ils vont dire oui ou non. Mais aussi, malgré la situation, la communication, disons, la médiatisation d'Ukraine, quand même, on ne voit pas que les livres sur l'Ukraine ne courent pas les rues, je peux dire comme ça. C'est-à-dire que les éditeurs, certains sont assez frileux, assez circonspects, assez dubitatifs. Et on voit les livres qui sont traduits et édités en France, très souvent, ce sont déjà livres d'auteurs qui étaient traduits et édités dans d'autres pays. Donc, quand on voit que le livre était traduit et édité en Pologne ou en Allemagne, c'est un gage de qualité. Donc, il n'y a pas de prise de risque de la part des Français sur éditer un écrivain ukrainien qui a déjà fait ses armes avec des livres ou des romans précédents. Tout à fait. Donc, effectivement, pour l'instant, comme je le dis, on est en train de rechercher un éditeur en France pour mon second roman, Livre Lyon Instagram, et je continue à écrire. Je continue à écrire. Justement, je me mets pas de délai parce que tu vois, je ne veux pas confondre la vitesse et la précipitation. Mais effectivement, ce que j'écris, je pense que ça va être même plus intéressant au public
français, voire européen, au public occidental qu'à mes compatriotes, parce que je pense que mes compatriotes, ils connaissent la guerre mieux que moi. Ah, ça, je peux le comprendre. Passons ce message ce soir dans l'émission, en espérant que s'il y a un éditeur qui souhaite rentrer en contact avec nous afin de discuter un petit peu plus avec Bogdan, qui n'hésite pas, les coordonnées de l'émission sont sur le site de Cause Commune. On va voir notre première interlude musicale. Donc, tu as eu le privilège de nous choisir des morceaux qui te plaisaient le plus. Et le premier qu'on va écouter est Latex Fauna, dont le morceau est Lime. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, c'est un indie rock ukrainien qui est très en vogue actuellement, notamment parmi les hipsters ukrainiens. Ils chantent un petit peu en utilisant le mélange, donc ils chantent et en ukrainien avec quelques mots russes, on appelle ça surgique, mais ça a un certain charme. Ils étaient en France en novembre 2023, ils ont donné le concert à Paris à Badaboum, et vraiment, ils ont plusieurs tubes, mais celui-là, je pense, c'est leur premier, et vraiment, Okay. il y a un seul mot, c'est le vibe. D'accord, mais on va écouter ça. C'est parti. Найнебезпечніший в світі звір, наші теплі лавини належать лише мені. І ми красиві у світлі лаймових небес, і нас може в бронзу ядерний процес. Мене в тобі все устраює, особливо липень, особливо липень. Басейн клонен. Cause Commune 93.1. Psst, on aimerait vous rencontrer. Ça vous dit ? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt ? Merci beaucoup pour ce petit échange musical avec le groupe Latex Fauna. Merci Bogdan d'être encore avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Et si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet qui, pour moi, est le sujet primordial, le plus intéressant qu'il y a dans ton livre, qui est l'amour. Rien sans amour. Ah ça, tu prêches à un convaincu. Mais dans pléthore de sujets que tu aurais pu aborder, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, l'amour va être une sorte de fil d'Ariane sur lequel je vais pouvoir commencer à développer mon style littéraire et mettre en avant mes anecdotes. Je pense que dans toutes les œuvres majeures, il y a une femme.
À commencer par la Bible. Mais en fait, une pomme. Oui, certes. Alors, pour dire, il y a toujours la présence de femmes, la présence d'amour qui fait le roman qu'il est un roman. D'accord. Le romanesque, pour moi, il y a toujours une présence d'un sentiment. Et c'est pour ça que si c'était juste la description de rue entre Kiev et Paris, ce serait plutôt un guide touristique. Si c'était juste le côté, l'expérience vécue, ça aurait été plutôt un blog édité en livre. Et justement, la présence de femmes, la présence d'amour donne une touche absolument différente. Complètement. Et c'est là où je découvrais la ville comme si je découvrais la femme. Alors, juste pour qu'on puisse donner un peu plus sans pour autant trop spoiler, ton livre parle de visions parallèles entre Paris et Kiev, avec un héros qui est amoureux à la fois d'une femme en France, d'une femme en Ukraine, et le parallèle que tu mets en avant est les bons côtés de l'un et les bons côtés de l'autre, toujours avec cette bienveillance et avec cet amour. J'espère. Non, pour le coup, je veux pas aller au... Je me tairais bien de donner mon point de vue, même si j'ai bien aimé le livre, mais il est vrai que tu as abordé le sujet de l'amour avec une vision romantique de ce qu'est l'amour, avec une vision un peu chevaleresque, avec cette galanterie qui fait que ton héros aujourd'hui a tous les codes d'un gentleman, si on peut l'appeler comme ça, et qui arrive à transposer ces codes-là à la fois en France, mais également en Ukraine. Et ma question est, est-ce que pour toi, ces codes-là, donc au-delà du fait qu'ils soient universels, ont-ils des approches qui sont différentes par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les femmes ? Ouf, une très bonne et vaste question. Alors, pour dire effectivement juste un petit peu introduction, que je voulais aussi surtout comparer différents types de femmes, la femme française, la femme ukrainienne. Chaque héroïne a ses points de différence. Il y a le côté hyperconsommation, il y a le côté égoïsme, égocentrisme, narcissisme. Il y a le côté femme fatale française, il y a le côté femme fatale scandinave, et il y a le côté un amour qui est vraiment divin, donc un amour idéalisé, le côté fleur bleue. Quand mon héros, à un moment, quand il y a personne sur l'horizon, on se retourne en arrière. Et donc, justement, mon héros, il essaie de trouver un petit peu le Béatrice, ou un petit peu la quête de Graal de cette fille, donc, il a aimé autrefois, et que, à cause de sa venue à Paris, ils se sont séparés, qu'il y a une distance entre eux. Et donc, effectivement, ça parle un petit peu de différentes, l'amour qui est dans les souvenirs, l'amour charnel, ou l'amour aussi idéalisé, nostalgique, qui fait que c'est quelque chose qu'on recherche. Et tu sais, comme a écrit, je crois, Chambord, que la femme, il faut soit l'aimer, soit la comprendre. Il n'y a pas de juste milieu. Est-ce qu'il y a justement une femme idéale pour Bogdan ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Non, même tu vois, en lisant, j'ai même pas décrit, j'ai essayé d'écrire de moins en moins, de faire le moins en moins de description de la femme elle-même pour que l'auteur se l'imagine lui-même, tu vois, c'est le côté un petit peu effet boule de neige, et après tu le crées toi-même. Je pense que la femme idéale, c'est celle qu'on aime, et cet amour, c'est réciproque. Voilà. D'accord, c'est une très belle réponse. Pas assez suffisante à mon goût. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans ton livre, tu fais des comparaisons entre certains quartiers de ville avec les parties du corps humain d'une femme. D'où est venue cette idée ? Ou du corps et de l'âme aussi. Oui, de l'âme, oui. Non, mais juste, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Effectivement, je pense qu'en parlant de Paris, il y a la place Dauphine, parce qu'effectivement, tu as l'île de la Cité, et tout en bas de l'île de la Cité, tu as un triangle. Oui. C'est la place Dauphine. Donc effectivement, peut-être de cela, quand tu regardes un petit peu sur Google Maps, ça fait penser un petit peu. Oui, mais en fait, effectivement, on essaie d'explorer la femme comme on explore la ville, avec ses traits de caractère, avec ses différents besoins, ses différentes lubies, ses différentes pensées, ses différentes points sensoriels et sensibles. Voilà. Non, j'entends. Et quand tu as partagé ça justement avec les femmes de ton entourage, avec le retour des lecteurs,
quel était leur point de vue justement par rapport à cette mise en avant de la féminité? Alors, c'est différent. C'est différent parce que chacun, quand il lit, il représente par soi-même les femmes. Donc, et encore une fois, c'est pas des héroïnes elles-mêmes, en fait. Bien sûr, j'ai des muses, naturellement. Bien sûr. Mais si tu veux, c'était quelque part une personnalité composée. Je pouvais choisir ça et là des morceaux pour créer cette idée. Après, déjà, où je me suis fait vraiment critiquer, c'est que je ne voulais pas donner des prénoms, j'ai écrit X, Y et Z. Ça, c'était mal vu. Parce que tu penses que c'était pas humaniser les personnes? Oui. Après, certains n'ont pas aimé parce que c'était un petit peu critiqué. Tu sais, mon héros, c'est pas moi. Non, Donc, moi, je pense que je suis plus. Tu vois, on me dit que je me suis trompé de siècle et je ne trouve pas que c'est quelque chose qui est malveillant. Voilà, tu vois, je suis formaté dans le respect d'une femme. Oui, Donc, mais j'irais même au-delà de ça. Justement, c'était le sujet que je voulais aborder avec toi sur la première question, sur cette notion de romantisme. Donc tu parles, toi, d'être peut-être né le siècle dernier. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, être romantique, c'est quelque chose qui est encore d'actualité? Alors, quand c'est vrai, oui. Parce que il y a pas mal de choses qui se font parce que par nécessité ou par besoin d'avoir des j'aime ou des followers. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais au-delà du contexte des réseaux sociaux. Au-delà du contexte, je me considère comme un écrivain cyber-romantique. Parce que dans ce monde-là, des réseaux sociaux, des likes, des j'aime, je veux essayer de montrer qu'il y a vraiment un vrai amour. Au-delà de tous les besoins d'avoir des j'aime, des likes, etc. Donc effectivement, je veux montrer que quand c'est sincère, c'est ça qui compte. D'accord. Je vais essayer de tirer un petit peu le fil de ta pelote, comme tu l'aurais si joliment dit. Ouais. Il y a plusieurs types d'amour. On pourrait parler de l'amour fraternel, l'amour maternel. Aujourd'hui, ce que tu mets en évidence, c'est un amour au sens large qui peut être à la fois pris selon des traits de caractère, et c'est ce que tu as fait dans ton livre, peut-être maladroitement en ne nommant pas ces femmes, mais en prenant des traits de caractère de chacune d'entre elles pour illustrer un amour. Et la question que je me pose et que je vais peut-être encore te reposer, c'est aujourd'hui pour toi, est-ce que ta définition de l'amour telle que tu la conçois est pas uniquement liée aux réseaux sociaux? Parce que j'entends ce que tu dis concernant l'envie d'être reconnu, que je considère pour le coup, et ça c'est à mon titre personnel, plus proche de l'égocentrisme que de l'amour, puisqu'on recherche le regard de l'autre mais on ne donne pas. Là où aujourd'hui peut-être l'amour, c'est la réciprocité, le don de soi, et aussi savoir recevoir en échange le don de quelqu'un d'autre. Que ça soit un homme, que ça soit une femme, que ça soit... voilà, peu importe. On est dans l'échange. Aujourd'hui, ma question c'est, donc je la repose, c'est est-ce que le romantisme a encore sa place au XXIe siècle? Je pense que oui. Pour toi, oui. Absolument, parce que c'est ça ce que je veux démontrer dans mon livre. C'est effectivement quand les sentiments sont plus forts que certains instincts, quand ils sont plus forts que certains besoins, quand ils sont plus forts que la calculatrice même. Oui. Alors c'est là où on parle de cela. Après, chacun voit le côté romantisme. Si on parle de romantisme, un petit peu le côté chevaleresque, un petit peu fleur bleue, genre qu'il faut écrire des lettres, chanter des sérénades sous le balcon, c'est pas le cas. Le romantisme pour moi, c'est tout d'abord quand il y a les sentiments purs et durs, le vrai. Et c'est là, et justement, ce que mon héros aussi recherche, c'est la vérité de ce sentiment. D'accord. Qui est au-delà de toutes les autres choses comme les instincts, les besoins, la calculation. Donc toi, ta définition de l'amour, c'est un amour entier, sans calcul, sans compromission, on peut dire? Je pense qu'ici, ce que mon héros recherche, et même peut-être c'est ce que son auteur aussi, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu vis juste comme ton être aimé. Voilà. Ouais, complètement. Tu raisonnes par rapport à l'être aimé. Et c'est ça, je pense aussi, quelque part, quand on parle de ce amour romanesque, indépendamment où ça va le mener, mais quand même, quand on raisonne par rapport à l'être aimé, c'est ça qu'on recherche. Et comment toi, tu réagis aujourd'hui face à une société où ce romantisme est peut-être moins mis en évidence, où les relations amoureuses ont évolué,
où aujourd'hui on considère qu'il y a certains codes que l'on peut intégrer au romantisme classique, je ne sais pas si c'est le terme approprié, fait écho pour ton héros, fait écho chez toi en tant qu'écrivain. Effectivement, j'ai déjà mentionné ce côté cyber-romantisme, mais effectivement, comme on dit oui, dans la société où tout va rapidement, je trouve que maintenant on vit une tindérisation de sentiments et une, si je peux dire comme ça, algorithmisation de relations. C'est-à-dire que on ne cherche pas le réel, mais on reste dans le superflu. Autrement dit, autrefois, quand on aimait quelqu'un, c'est quelqu'un déjà qu'on voyait, disons, réellement et qu'on pouvait découvrir dans différentes situations. Tu restes dans la boulangerie, il y a une belle inconnue qui vient chercher des croissants, des pains au chocolat ou des chocolatines dans l'ouest de France. Oui. Quand tu restes dans la bibliothèque, quelqu'un est dans l'effort intellectuel de lire, de bouquiner. Dans les universités aussi, quelqu'un est dans l'effort intellectuel de faire les études. Quand on est dans la salle de sport, on est dans l'effort sportif. Les coureurs Strava, par exemple. Oui. Mais si on parle actuellement, on crée une image, donc on essaie que les autres tombent amoureux. C'est-à-dire, quand je parle de Tinder, effectivement, ou Instagram même, tu vois, on crée une image. Oui, je comprends. Et justement, ici, on essaie ceux qui créent cette image, tu penses qu'ils boivent du matcha et du Van Nat dans le 10e parce qu'ils aiment? Non, parce que c'est pour créer une image. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu renvoies l'amour. Alors, de ce que je comprends, il y a deux axes. Il y a cet axe digital où aujourd'hui on fait écho d'une vie pour pouvoir donner envie. Et ça, c'est en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant l'image qu'on crée de nous-mêmes pour pouvoir être aimé. Et c'est une manière d'appréhender l'amour au 21e siècle. Et il y a cette image un peu romanesque dont tu parles qui est de prendre le temps de pouvoir aimer. Là où il y a une consommation instantanée de l'amour, la question que je me pose, donc je comprends tout à fait, alors je suis pas très friand des réseaux sociaux parce que je suis plutôt quelqu'un à l'ancienne pour le coup et je considère que les relations doivent passer par le regard, doivent passer par le feeling, doivent passer par la conversation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incapables de pouvoir retranscrire ces émotions-là et c'est pas uniquement en parlant d'amour. Mais aujourd'hui, dans une société où tout va vite, comme tu l'as très justement dit, où les couples se font et se défont, où la monoparentalité est un sujet qui est pas tabou, clairement. Est-ce que voilà, la place du romantique ou la place de l'amour tel dont on parle aujourd'hui n'a-t-il pas évolué? Est-ce que ne pas payer, par exemple, est-ce que payer le restaurant lors d'un premier rendez-vous, est-ce qu'on peut considérer que c'est galant ou est-ce que c'est ringard? Alors déjà, très important encore pour faire un point sur les réseaux sociaux, parce qu'autrefois, tu sais, comme on dit, il y a côté être et paraître, et comme on disait que pour paraître, il faut l'être, mais c'est plus le cas des réseaux sociaux, parce qu'il y a le côté recherche de plus de j'aime ou plus de followers, et tu peux être n'importe qui. D'engagement de la part des gens, effectivement. Absolument. Après, c'est le côté, je pense que c'est la vérité qu'on cherche quand on recherche quelque chose de réel dans ce monde virtuel. Et quand on parle des restaurants, écoute, c'est étonnant. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo d'une blogueuse, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle se considère comme slave, donc pas nécessairement ukrainienne, mais slave. Et donc cette jeune fille, elle critiquait lourdement les hommes français. Que les hommes français, ils paient uniquement pour le premier rendez-vous. Après, c'est moitié-moitié. Après, elle les critiquait qu'ils sont infantiles, qu'ils veulent pas se marier, etc. Qu'elle a fait déjà 61 dates, 71 rendez-vous. Et sur ce, tu as un commentaire le plus judicieux où c'est écrit, écoute, si tu as fait déjà 71 rendez-vous, c'est peut-être pas le problème, les hommes français. Non, donc tu vois, c'est bien amené, effectivement. Donc, effectivement, il y a aussi des besoins différents. Et je pense que quand on parle de réciprocité, c'est aussi la réciprocité les attentes, les réciprocités des habitudes, de besoins, de codes culturels, quand on parle justement. Voilà.
En tout cas, effectivement, cela dépend de différentes sociétés. Mais j'avoue que plusieurs Ukrainiennes, elles étaient. Cela dépend parce qu'il y a quand même, il y a les grandes villes, il y a les petites villes, il y a différentes. Il faut pas juger dans l'absolu, mais il y en a certains qui se plaignaient que voilà, que genre, que c'est que le premier rendez-vous que les hommes invitent. Voilà. Alors que et c'est pas tout le monde. Ça dépend encore une fois. Je ne porte pas de jugement dans l'absolu. Voilà. Mais là, pour le coup, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de mettre en évidence un thème universel qui est l'amour, qui peut être transposé, en fait, peu importe les cultures, puisqu'au final, l'amour est universel et on le retrouve partout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce côté un peu romanesque est mis un peu au second plan pour des soucis d'équité, pour des soucis d'actualité. Je suis entièrement d'accord avec toi, avec les réseaux sociaux et le parallèle que l'on fait de nos vies pour pouvoir avoir de l'adhésion et avoir un retour qui n'est pas forcément de l'amour, mais qui est juste de l'adhésion. Et je fais vraiment le distinguo entre les deux. Et merci pour ta réponse, parce que je suis un peu convaincu que le romantisme a encore sa place dans le monde et que la galanterie également. Effectivement, parce que, tu sais, moi, je vais te dire ouvertement, quand tu aimes quelqu'un, comme c'est réciproque, quand vous ne regardez pas seulement l'un sur l'autre, mais vous regardez dans la même direction, quand on parle de la Saint-Valentin, chaque jour, c'est la Saint-Valentin. Ah, mais ça, je suis d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de faire des petits gestes au quotidien. On peut dire ça romanesque, oui, mais qu'il faut quand même non seulement penser à ce qu'on aime, mais le dire et le prouver, parce que l'amour, quand on dit ça ne se dit pas, ça se prouve, mais il ne faut pas avoir des jours spéciaux pour cela, comme le Saint-Valentin ou le 8 mars pour certains, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est le quotidien, et l'amour n'est jamais linéaire, et justement, quand on aime, et quand on est aimé par l'être aimé, c'est un véritable don, et c'est pour ça qu'il faut le valoriser. Voilà. Malgré tout, de toutes les remue-ménages de la société, du monde d'emploi, etc. Donc voilà, c'est juste. Et l'amour évolue. Et l'amour évolue. Et aujourd'hui, je pense que tu as raison. Il faut que l'amour continue à évoluer en fonction des sociétés et en fonction des mœurs. C'est-à-dire que le romantisme a sa place, mais qui peut être illustré et matérialisé différemment aujourd'hui. Mais pour moi, le romantisme, c'est quelque chose quand tu as tout d'abord le sentiment. Voilà. Et c'est ça que je veux montrer dans mon livre. D'accord. Est-ce que c'est un sujet que tu vas aborder dans ton prochain roman? Ah oui, absolument. Moi, tous mes livres, il y a toujours le côté amour. Rien sans amour. D'accord. Et donc, ça peut être différents types d'amour, bien sûr. Ça peut être et l'amour, disons, parce que là, ça va être un petit peu différent. Je veux montrer le côté vraiment exclusion et le côté solitaire. Je veux aussi montrer l'amour pour son pays, parce que l'Ukraine se bat pour l'amour pour son pays aussi. D'accord. Donc tu vois, il y a différents types d'amour. Est-ce que tu arrives à faire la nuance entre le patriotisme et l'amour pour le pays? Oui, bien sûr. Par exemple, le patriotisme, c'est quand on aime son pays. Le nationalisme, c'est quand on déteste celui d'autre, n'est-ce pas? On est d'accord. Voilà, c'est important. Donc, oui. Non, mais c'est étonnant parce que tu vois, en langue française, il y a tout ce qui est sous le mot amour. J'aime, voilà. Tandis qu'en ukrainien, c'est un petit peu comme en espagnol, le querer et amar, oui. En ukrainien, il y a le mot любить, ils ont aimé, mais ça peut être aussi quelque chose de non matériel. Tandis que kochate, c'est vraiment aimer un être. Et voilà, et c'est ça qui est très intéressant, qui est intraduisible, parce qu'il y a любить, et donc il y a тебе люблю, bien sûr tu peux dire je t'aime, mais ça peut être aussi j'aime quelque chose et quelqu'un. Tandis que quand tu dis я тебе кохаю, c'est vraiment un être aimé. Voilà. Non, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a différentes manières de pouvoir exprimer son amour en ukrainien. Oui, oui. Et c'est pas le cas d'ailleurs dans le russe. Voilà. Non, mais même en français. Même en français, oui. Tu peux dire que tu aimes un plat, comme tu peux dire que tu aimes. C'est l'intensité du mot et le sujet que tu vas utiliser, la personne, ou en tout cas le nom vers qui tu vas l'envoyer, qui apportera le sens au mot amour. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je ne savais pas du tout qu'on pouvait parler d'amour avec plusieurs termes différents, sans pour autant parler de synonymes, d'accord ? Et c'est plutôt sympa, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous concernant l'amour, et heureux d'entendre que tu vas continuer à développer ce sujet-là dans ton prochain roman. On va refaire une dernière pause musicale afin de pouvoir attaquer notre dernière partie d'émission où on va parler un petit peu plus des combats aujourd'hui, de ce que tu souhaites faire par rapport au conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Et pour notre deuxième pause musicale, tu nous as choisi l'artiste qui s'appelle Ottorvald pour le morceau 704. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, Otorvelt, c'est un groupe rock d'Ukraine qui vient de Poltava, l'un de mes préférés. Et surtout, en 2017, ils ont représenté l'Ukraine en Eurovision. Ah, trop bien. Ils ont vraiment très vaste très vaste thématique de chansons. Et la chanson 704, ça montre de 704 jours de guerre. Ok. Beau message. Гей, це мій день, це мій вік, це мій крик, вставай, я й до тебе жив, але з ким не питай, ти темна, ти чемна і все навпаки, тікати даремно, тримаю кулаки, яка ти на дотик, скажи, яка на смак. В цій черзі я сотий, нехай все буде так. 3 тижні безсоння, хоч ви, хоч шалені, в нічнім небі повня, то що стоїть твій. Біль, мій досвід, та в темряві проспід. Я зовсім не проспід, тож хто я тобі? Йди, якщо все це марно, та знай, не брехав я, віддав, а не брав я, і запам'ятав, яка ти на дотик, скажи, яка на смак. В цій черзі я сотий, нехай все буде так. 3 тижні безсоння, хоч ви, хоч шалені, в нічнім небі повня, то що стоїть твій. То що стоїть твій? То що стоїть твій? То що стоїть твій? То що стоїть твій? Яка ти на дотик, скажи, яка на смак. В цій черзі я сотий, нехай все буде так. 3 тижні безсоння, хоч ви, хоч шалені, в нічнім небі повня, то що стоїть твій. В нічнім небі повня, то що стоїть твій. То що стоїть твій. То що стоїть твій. Cause commune 93.1. On aimerait vous rencontrer. Ça vous dit? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt? Merci beaucoup pour cette petite interlude musicale haute en couleur. Et si tu le veux bien, Bogdan, on va aborder la dernière partie de l'émission avec ta casquette de un peu contestataire, rebelle, résistant sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc il est vrai qu'il y a 3 ans et demi, la Russie a envahi l'Ukraine. Toi, tu étais en France. Comment est-ce que tu as vécu les premières semaines en étant ici en tant qu'Ukrainien?
Oui, bon, juste sans te contredire, mais Pardon. l'Ukraine, enfin, la Russie a envoyé l'Ukraine encore en 2014 avec Crimée, mais effectivement, l'occupation, l'invasion à grande échelle, effectivement, c'était 3 ans et demi. Je me souviens que je devais aller en Ukraine parce que juste la veille, j'ai perdu ma maman et ça devait être pour 40 jours pour Ouais, le commémoration, oui. En revanche, il n'y avait plus d'avions. Les avions n'allaient pas en Ukraine. Et donc, je me suis dit, tu sais, comme c'était juste avant l'Afghanistan, c'était trop médiatisé. Il faut attendre 2-3 semaines et de nouveau les avions vont aller, donc je vais y aller. Donc, j'ai pris mes vacances. En plus, c'était fin février, quand tout le monde va en ski, oui. Moi, je suis allé vers la mer, vers Marseille, chez mes amis. Et donc, tu sais, je peux te dire, je me suis réveillé comme dans un mauvais rêve et je me suis rendormi. Je me suis réveillé, j'ai raté mon train, mais j'ai compris que ce n'est pas le rêve. C'était quelque chose que je m'entendais pas. Parce que la veille, je me rappelle, il y avait une soirée bien arrosée où je portais le toast en disant que jamais la Russie va envahir l'Ukraine, c'est pas possible, sinon ils vont juste aller un petit peu plus dans le Donbass. Tout simplement, c'était comment dirais-je, c'était c'était irréaliste, c'est, comment dire, le cognitif, tu vois, c'est Oui, le truc que je pouvais pas juxtaposer, je pouvais pas le faire. Bon, finalement, j'ai changé les billets de train, je suis allé à Marseille, donc il y avait aussitôt la manifestation à côté de consulat russe, t'imagines, donc je me rappelle qu'aussitôt, on a commencé, donc déjà, il y avait plein de personnes qui m'appelaient pour demander des nouvelles, mais surtout c'est là où, étant écrivain, je suis devenu très médiatisé. Donc, tu vois, je suis devenu médiatisé avec la guerre. Donc, il y avait plusieurs médias, et la presse écrite, et la télé qui me demandaient d'intervenir, de parler de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est là où j'ai compris que on commence par la parole. Il faut expliquer ce qui se passait parce que quand même, c'était quelque chose. Tu vois, la Russie, elle avait une très belle image en France, notamment avec les ballets russes, avec la propagande de Dostoïevski. Enfin, donc il y avait même le cœur de l'armée rouge qui venait comme ça paisiblement. Et il fallait parler, il fallait expliquer que c'est non seulement la guerre des territoires, mais c'est surtout que la Russie est absolument antidémocratique et qui veut refaire l'empire. C'est le néo-impérialisme russe qui veut conquérir, qui veut dominer. Et donc c'est pour cela que je suis devenu une personne très médiatisée, notamment dans la télé, à la radio et dans la presse écrite. Et surtout, aussitôt, on a commencé à faire des manifestations. Jusqu'à maintenant, 2 fois par semaine à Paris, il y a des manifestations. Ben là, justement, je reviens des manifestations. C'est chaque samedi et chaque mercredi. Donc, globalement, mercredi, c'est vers Rambuteau, Châtelet, et samedi, cela dépend. Ça peut être soit de République à Bastille, soit de Square Taras Shevchenko jusqu'au Saint-Michel. Donc, on fait tout le temps des manifestations. Et aussi, je suis très engagé dans une association qui s'appelle Aide de support. Autrefois, j'étais engagé dans l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. Après, avec le travail, je me suis un petit peu éloigné. Et là, je suis de nouveau réengagé dans l'association. Cette fois-ci, c'est Aide de support. Et là, on aide ceux qui sont en train de protéger notre pays. Donc, on est en train de collecter pour des sacs à dos, pour des drones de reconnaissance, pour le matériel des médicaments, pour l'aide psychologique aussi. Et donc, il est important de parler, non seulement de parler de guerre, mais crier qu'il y a la guerre. Parce que malheureusement, la guerre en Ukraine, elle va un petit peu dans les différences et dans l'oubli. Et quand il y a une guerre qui se noie dans les différences et l'oubli, il y a une autre guerre qui éclate. Regardons Tchétchénie, indifférence, oubli. Géorgie, indifférence, oubli. Ukraine, dès lors que ce sera dans l'indifférence et l'oubli, qui sera le prochain. Est-ce que toi, tu t'es senti, lorsque les médias ont commencé à te contacter pour avoir ton point de vue en tant qu'écrivain, est-ce que tu as hésité à prendre la parole? Est-ce que tu as douté de toi? Puisque c'est quelque chose qui peut être compréhensible dans le sens où, en étant écrivain, on n'est pas forcément politicien, pas géopoliticien, on n'a pas forcément ni le verbe, ni les éléments de langage, j'ai envie de dire, pour pouvoir venir et
mettre en avant le fait que ce conflit-là est juste inacceptable, ou est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai cette caisse de résonance, j'ai cet écho-là pour pouvoir mettre en avant une injustice, j'hésite pas. Alors effectivement, tu vois, c'était un sentiment assez étrange. J'étais comme les premiers mois, même les premiers, oui, presque 2 mois, j'étais, je sais pas, j'étais absolument comme dans un drôle de situation que je me posais pas de questions. Et même souvent, j'ai intervenu dans les médias très extrême droite ou extrême gauche qui sont profondément pro-russes, mais je me posais pas la question. C'était spontané. Oui, c'était spontané. Tu vois, j'étais dans un tel état que je me posais pas de questions. Il y avait comme, je sais pas, l'adrénaline, ou c'était vraiment, j'ai vécu par rapport à la guerre. Je regardais tout le temps, je scrollais mon écran. C'était une drôle de situation, une situation bizarre, une situation que je ne veux pas revivre. Mais c'était comme ça, je me posais pas de questions. La seule chose que je me suis posée, c'est, j'ai compris que quand tu es un Ukrainien, surtout, tu ne peux pas ne pas être indifférent. Et quand tu es un Ukrainien, indépendamment où tu es, soit tu es dans l'armée, soit tu es pour l'armée. J'ai compris que pour l'instant, je ne peux pas être encore dans l'armée, donc je fais tout pour l'armée. D'une part, comme je dis, je suis dans l'association et des supports, mais d'une autre aussi, c'est le côté médiatisation pour parler de cette guerre que quand même qu'il y a une énorme propagande russe qui veut ternir les faits, qui veut rendre coupable, qui veut rendre coupable les Ukrainiens juste parce qu'on veut vivre une vie libre et digne. Voilà. Alors je te rassure, beaucoup de personnes sont pour la paix en Ukraine et j'ai pas le sentiment en tous les cas que en France on ait donné naissance à l'invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est unanime pour pouvoir dire que ce qui se passe est injuste et que la paix est la solution. Ukrainien ou pas, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un malheur qui touche tout le monde et qui accable tout le monde, parce que c'est non seulement dans l'Europe, c'est à notre porte, et que rester face, moins insensible ou sourd à l'injustice, fait, comme tu l'as dit très justement, que non seulement ça peut passer sous silence, mais ça peut remettre aussi en évidence d'autres sujets, ou d'autres faits d'actualité, ou d'autres guerres, qui, elles, pour le coup, sont passées sous silence. Donc, non, la question ne se pose pas à savoir si effectivement être ukrainien ou pas doit nous amener cette sensibilité-là par rapport à la guerre. Ce que je trouve plutôt fort, c'est que spontanément, quand on t'a mis en évidence cette capacité à pouvoir aller communiquer sur le conflit, t'y allais, tu t'es pas posé de questions. Je peux pas imaginer ce que ça fait de se lever un matin et de se dire que le pays d'où l'on vient est en guerre. Je peux pas concevoir ce qui est inconcevable, clairement. Et je sais pas si c'est de l'empathie, mais en tous les cas, j'ai de la compréhension et de l'admiration par rapport à ce que tu as pu faire lorsque tu as dû prendre position. Et ce que j'entends, c'est que tu as pu prendre position relativement rapidement, puisque c'est au-delà d'une obligation, c'est un devoir. Oui. Aujourd'hui, tu es dans 2 associations. J'aimerais bien, s'il te plaît, si tu peux nous redonner peut-être les liens des sites internet ou le nom des associations sur lesquelles, si les auditeurs ou les auditrices ont envie de pouvoir participer pour accompagner ces associations-là vers une aide par leur intermédiaire pour aider l'Ukraine. Ça, on n'hésitera pas à le faire en fin d'émission. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'Ukrainien en France et militant, est-ce que tu vois que par l'intermédiaire des associations dans lesquelles tu es, l'impact est réel et sérieux au pays? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois, toi, des avancées par rapport à ce que vous faites? Si tu savais à quel point les gens qui sont là-bas, notamment qui sont en combat, ils sont reconnaissants à la France. Oui, donc c'est très important pour eux. Ils ont quand même les larmes aux yeux quand ils voient que jusqu'à maintenant, 3 ans et demi après, il y a toujours des manifestations dans les villes européennes, que le soutien et qu'on collecte pour l'armée, pour nos défenseurs. Effectivement. Force est de constater malheureusement que, comme on est un petit peu dans le temps qui est long, 3 ans et demi quand même, malheureusement, cette guerre est de moins en moins médiatisée. Et je vois aussi par rapport aux collectes, par rapport aux gens qui viennent à la manifestation. Donc, quelque part, et ça, c'est le pire, c'est qu'on s'habitue à la guerre. C'est effectivement quand ça devient comme quelque part, désolé de le dire, normal. C'est comme si on regarde juste les statistiques.
Quand les vies humaines deviennent juste les chiffres. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça quand on comprend qu'on est un petit peu dans cette continuité et qu'on s'habitue, qu'on considère cela comme normal. Mais non, c'est pas normal. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est absolument pas normal. Mais est-ce que toi, de par le prisme que tu as en tant que... je sais pas si militant c'est le terme, mais en tant que membre d'association qui a une volonté de pouvoir aider le peuple ukrainien, de pouvoir aider l'armée ukrainienne, est-ce que tu as d'autres interactions avec d'autres associations dans d'autres pays? Est-ce qu'aujourd'hui ce militantisme, ou en tous les cas cette envie des Ukrainiens qui sont à l'étranger, existe-t-elle de manière efficiente? Ou est-ce que c'est vraiment uniquement en France que tu arrives à voir quelles sont les conséquences de vos actes? Ah non, pas qu'en France. Déjà, tu sais, étant écrivain, je voyage souvent pour présenter mes livres à la communauté ukrainienne. Et là aussi, je fais connaissance, je participe à différents mouvements culturels, différents événements culturels. Et justement, aussi une partie de revente de mes livres va aussi pour la session et des supports. Super. Et donc, et je voyage en France et dans des pays européens où je rencontre les lecteurs et aussi je parle de côté culturel ukrainien. Et comme je parle plusieurs langues, je peux m'exprimer en français et en anglais. Et donc, ça aussi, c'est très important parce qu'on se bat aussi pour notre culture, pour la liberté d'expression, pour la liberté de pouvoir écrire et communiquer en ukrainien. Ne serait-ce que la langue ukrainienne aussi, c'est la langue de résilience et de résistance parce que c'est quand on parle ukrainien, on parle la langue libre qui était souvent sous le joug et persécutée par la Russie. D'accord. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir discuter, donc bien évidemment avec la diaspora ukrainienne, mais également avec d'autres cultures, t'amène à avoir des convictions fortes par rapport au combat que tu mènes et donne de la force, j'ai envie de dire, aux associations par l'intermédiaire des dons, par l'intermédiaire d'une partie de dotation de la revente de tes livres pour pouvoir aller aider le peuple et l'armée. Et j'avais une question sur l'actualité. Il est vrai qu'en même pas 3 mois, le président des États-Unis a soufflé le vent chaud et le vent froid par rapport à ce conflit-là. Quel est ton point de vue par rapport à ce qu'a dit hier Donald Trump sur la capacité de l'Ukraine à reprendre ses droits et reprendre les territoires qui ont été illégalement pris par la Russie? Alors, effectivement, déjà, c'est quand même, j'aime pas ce mot, mais les montagnes russes dans l'esprit de Trump. Donc, effectivement, ce qu'il dit maintenant, je ne sais pas ce qu'il dit actuellement à cette heure actuelle. En revanche, l'Ukraine est très capable non seulement de reprendre ses territoires comme sur les cartes de 1991, mais même aussi anéantir le régime russe. Mais pour ça, il faut de l'aide. L'aide réelle et indéfectible. Parce qu'effectivement, quand on nous donne les armes et on ne permet pas de tirer, tu vois, ça n'a pas de sens. Quand on fait les doubles standards, on dit que on fait des sanctions, mais quand on continue à faire le business, les affaires, business as usual avec la Russie, c'est notre chose. C'est ce qu'il a mis en évidence hier, justement, Voilà. par rapport au gaz ou par rapport au pétrole. Donc, effectivement, c'est quand on parle de énième paquet de sanctions, pourquoi il fallait attendre 3 ans et demi pour vraiment pousser encore plus ce énième paquet de sanctions. Pourquoi il fallait attendre que la ville de Mariupol soit détruite? Pourquoi il fallait attendre autant de morts civiles partout en Ukraine et dans l'ouest de Kiev et les villes rasées? Donc effectivement, le monde n'était pas prêt à la guerre, et c'est ça qui est alarmant. Parce que même jusqu'à maintenant, quand on voit que les avions et les drones de Russie, ils franchissent les territoires des pays de l'OTAN et on les abat pas. Donc c'est le test et donc rien n'est réjouissant actuellement. Non, ça je confirme que rien n'est réjouissant, mais il est vrai que la résilience du peuple ukrainien et de l'armée ukrainienne a prouvé lors des derniers mois, entre autres, qu'ils avaient une capacité à pouvoir faire front et tenir tête à la Russie, là où très justement, je pense que dans l'inconscient collectif, tout le monde avait le sentiment que ce pays-là, c'était une superpuissance qui pouvait, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, pouvait faire la guerre éclair et venir et envahir l'Ukraine juste en claquant des doigts. Et là, non seulement le peuple ukrainien a pu montrer sa résilience et sa capacité à tenir tête à un mastodonte,
en termes de superficie. Et surtout, c'est un truc dont je voudrais parler parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal, c'est les fameux drones dont on parle très souvent et les résultats de ces pilotes de drones ukrainiens qui ont eu une capacité à repousser l'armée russe de manière très efficace. Là où on se dit que très souvent, on met en évidence David contre Goliath. Et j'espère de tout cœur que pour le coup, l'histoire donnera raison comme elle a donné raison à David. Mais est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est uniquement l'accompagnement et l'aide militaire par l'intermédiaire des armes qui doivent être distribuées qui fera que la paix peut venir? Ou est-ce qu'à un moment donné, le consensus doit passer par, comme tu le disais tout à l'heure, l'OTAN, l'ONU, le président Trump, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de diplomates, de géopoliticiens assurent que pour les conflits les plus compliqués qu'il y a dans le monde, et j'en place une pour Israël et Palestine aussi, qui vit un drame, qu'aujourd'hui, la personne qui peut être le chef d'orchestre, donc en bien ou en mal, aujourd'hui est le président des États-Unis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne sais pas, parce que tu vois, il change tellement d'avis que tu sais, est-ce qu'on peut le croire? Parce qu'effectivement, il n'y a même pas 2 semaines, enfin pardon, il n'y a même pas un mois et demi, il cirait les pompes à Poutine, il faisait des risettes en l'accueillant avec comme on accueille les acteurs à Cannes, oui, avec le tapis rouge. Et donc ce qui a donné encore plus de pouvoir à Poutine, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux morts justement nombreux morts civils, surtout après cette rencontre. Effectivement, tu as mentionné le mot mastodonte, où on peut dire que la Russie c'est un colosse au pied d'argile, mais malheureusement plusieurs pays, plusieurs entreprises, plusieurs faits font seulement cimenter ces pieds d'argile de la Russie, malheureusement. Est-ce que tu penses qu'il y a des aides extérieures aujourd'hui qui font que la Russie n'est pas seule dans ce combat-là également? Oui, déjà, il ne faut pas sous-estimer son adversaire parce qu'ils apprennent aussi très vite à utiliser les drones. Et effectivement, on voit que certaines superpuissances ne veulent pas que la Russie perde. Tu vois. Mais là, toute modestie mise à part, la Russie telle qu'elle est, c'est une menace au monde civilisé. Tant qu'il y a Poutine, tant qu'il y a ce régime de Poutine, on ne peut pas être à l'abri de cette menace-là. Et c'est que l'Ukraine, c'est le bouclier actuellement pour les années à venir, malheureusement. Je vais avoir une dernière question par rapport à ce sujet-là. Quel est selon toi, alors encore une fois, je vais essayer d'être relativement large, mais si tu avais une baguette magique, quelle serait selon toi la formule qui ferait que demain, la guerre puisse se terminer? Il n'y a plus de Russie, quoi. Non, mais en vrai, que la Russie en telle qu'elle est, un tel état, avec tel état d'esprit, avec tel état de haine qu'on inflige pour les étrangers, notamment pour les Ukrainiens, il faut refaire tout cela. Donc c'est une réponse politique. C'est politique, c'est économique, c'est social, c'est historique. Dès lors que Poutine n'est plus, il faut quand même retravailler avec la société. C'est parce que c'est une société qui est engouffrée dans la haine de l'autrui. C'est une société qui est basée seulement sur la nostalgie de l'URSS soviétique, ou même plus de l'Empire. Et donc, tout ce qui est à moi, c'est à moi. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est à toi, c'est négociable. C'est un petit peu ça. D'accord. Oui, c'est vrai que depuis les années 90, on a vu quand même l'émergence de beaucoup d'ultra riches au détriment de beaucoup de pauvres. Et c'est vrai que c'était une inégalité sociale que l'on met en évidence aussi en France. Hein, il faut pas se cacher. Et quelque chose qui a pu être vécu en Russie. Et je comprends dans ta réponse qu'aujourd'hui, la guerre peut s'arrêter par la voie de la diplomatie et par la voie de changement de régime politique en Russie. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec ce changement-là, encore une fois dans l'optique de la baguette magique, est-ce qu'il doit y avoir aussi des changements profonds en Ukraine pour la reconstruction du pays? Effectivement, si tu savais à quel point ça change, à quel point les Ukrainiens haïssent la corruption. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire aussi. Et surtout, tu vois, c'est la société civile qui doit être porteur de changement aussi. C'est pas les politiciens, mais c'est la volonté de changer. C'est mettre les intérêts de la société ukrainienne avant les siennes. Voilà. Donc avoir un pluralisme politique
Même qui pas sont- politique, mais vraiment Un que peu. la société civile, tu vois. C'est pas les politiciens qui vont changer ça. D'accord, donc tu Moi, penses que ça vient du peuple, pour le peuple, par le peuple, sans pour autant rentrer dans le communisme tel qu'on l'a pu Oui. le connaître. Et je vais te dire, ça a donné les premiers germes en 2004 avec la révolution orange, et puis notamment en 2013, quand il y avait la décentralisation, qu'il y avait un souffle de liberté encore plus quand on a chassé le pro-russe Yanukovych, et où il y a vraiment la société civile qui a commencé à prendre part, où il y avait vraiment Mais c'est vrai qu'il y avait une figure emblématique à cette ouais. époque-là. Ouais. Je me rappelle plus du nom de cette dame. Ah oui, Yulia Tymoshenko. Ouais. Bah, tu sais, je vais te dire, maintenant, on est un petit peu comme la machine en arrière. On a aussi la première ministre qui s'appelle Yulia aussi. Et pour anecdote, je faisais mes études avec elle. C'est vrai? Tu vois, oui, à l'université d'économie et de commerce, tu vois, les uns deviennent premiers ministres, les autres écrivains. Non mais c'est marrant, au final dans tous les cas chacun d'entre vous a trouvé sa voie, tu vois. Oui, mais effectivement, mais cette figure, quand on parle de Yulia Tymoshenko, des figures emblématiques, bah, tu vois, les figées dans l'époque, bah, c'est juste côté nostalgique, donc c'est... Voilà. Avant notre dernière interlude musicale, tu sais, on a une habitude dans cette émission qui est de poser une question qui est hautement positive et qui est pleine d'espoir. C'est, est-ce que tu souhaiterais partager avec nous un moment d'émerveillement ou un moment qui t'a fait du bien dernièrement? Waouh, alors, c'est vrai que oui, c'est quelques rencontres, je pense. C'est aussi un fait qu'il y a un café ukrainien qui vient de s'ouvrir, une boutique florale dans le 16e arrondissement. Donc, un coffee shop et boutique florale, mais je pense, quand tu dis quelque chose qui m'a fait du bien, revenons à la littérature, j'ai commencé à lire Jack Kerouac sur la route, et en lisant l'introduction, j'étais absolument pantois que pendant 6 années, cet écrivain, il ne pouvait pas publier ce roman. Donc il cherchait un éditeur, il essuyait maintes refus, il errait comme un ange en déchéance, et 6 années après, ce roman fut publié et qui est considéré comme l'un des meilleurs romans du XXe siècle, et on continue à le lire jusqu'à maintenant. Donc c'est ça quelque chose qui m'a donné peut-être l'émerveillement ou plutôt l'espoir. C'est que, tu vois, en parlant un petit peu de côté Monte Cristo, il faut espérer et attendre, mais je pense que quand tu as fait quelque chose, et non seulement tu continues à espérer et attendre, quand tu continues à écrire, à travailler, à pousser, à peut-être... l'abnégation. Oui, l'abnégation, peut-être aussi prendre le recul pour avoir encore plus d'élan, et c'est là où tu atteins ton objectif, ton but, ton rêve, voilà. Ça, c'est magique ce que tu dis, Ouais. parce qu'au final, sur l'ensemble de cette émission et sur l'ensemble de l'échange qu'on a pu avoir, effectivement, il y a un terme que tu as dit en préambule qui sera pour moi aussi le mot de la fin, c'est la résilience. Non mais c'est assez fou parce que ça soit dans tes écrits, dans ta manière d'aborder le conflit ou même ta manière d'aborder l'amour, on a toujours cette notion de résilience qui est omniprésente. Et c'est plutôt beau. C'est très, je dirais, c'est très ukrainien. Okay. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donc bien évidemment, j'en appelle à si des éditeurs sont à l'écoute, s'ils souhaitent rentrer en contact avec Bogdan, ses coordonnées pourront être transmises par l'intermédiaire de la radio. Est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, le nom des 2 associations avec qui tu travailles? Alors effectivement, c'est Aide médicale et caritative France-Ukraine, donc qui a été créée encore en 2014. Et puis une autre, c'est Aide et Support, notamment où je suis membre très impliqué. Et donc pour tout ce qui est côté médical, psychologique, c'est Aide médicale et caritative France-Ukraine. Pour tout ce qui est aide à nos défenseurs, c'est Aide et Support. Et justement, pour dire, le 11 octobre, on organise un marché des artisans ukrainiens. Ça va être à Paris, au coworking de Beaubourg, donc c'est rue Sainte-Marie, donc c'est de 11h jusqu'aux 18h à peu près. Donc ça va être vraiment le marché des artisans qu'on organise, et des supports pour collecter pour nos défenseurs. Donc ça sera pour les éléments de radiolocation, etc. Donc c'est pour, voilà. Et donc et votre fidèle serviteur, l'écrivain ukrainien, sera présent aussi, Bogdan Obraz, avec mes livres et en ukrainien et le roman qui est Paris en français. Voilà. Donc on pourra se rencontrer en présentiel. Voilà. Avant le mot de la fin, je vais vous donner notre dernière interlude musicale, qui est l'artiste Kalush featuring Skovka pour un morceau qui s'appelle Mayakom.
Je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé et je te remercie Bogdan pour cet échange qui était haut en couleur et très instructif. Merci. Ty je moim majakom ja. Ty je moim maяком, тому не тону. Ти є моїм маяком уночі в шторм. Ти є моїм маяком я. Будь моїм маяком, і я знайду в тебе в морі, загляну за обрій. Будь моїм маяком, коли за хмарами заховані зорі, загляну за гори. Ти море по коліна, але я в тобі тону. Ми навіки разом навіть коли йдем на глибину. Як від мене не тікне, піду по гору дожену. Сум від тебе прожену, ми будем пригать. Ти є моїм маяком я. Ти є моїм маяком, тому не тону. Ти є моїм маяком уночі в шторм. Ти є моїм маяком я. Стомлений життя, все по тебе плисти. Небі хмари погустіли, вода немов крига. З крилами летити, бачу промені, що світять. Мій шлях освітять фари, ти дариш мені, коли так сіро. Зі сторони йде дим, пливу з ним, не мінявся темп. Для розмов висоті є темп, ми будем сидіти в темно. Виринала ніч, мій погляд від тебе не відвести. Дариш ти надію, і тому не тону. Ти є моїм маяком я. Ти є моїм маяком, тому не тону. Ти є моїм маяком уночі в шторм. Ти є моїм маяком я. Merci à toutes et à tous pour cette émission de rentrée pour moi, où on a pu aborder effectivement un sujet qui tient à cœur à notre écrivain Bogdan, mais qui me tient à cœur également, qui est l'amour. À savoir qu'aujourd'hui, avoir de l'amour et pouvoir le partager dans une période un peu compliquée, il faut pas hésiter à le dire et à le faire. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné envie également de dire je t'aime, de partager cet amour aux gens qui sont autour de vous et même aux gens que vous aimez pas, parce que je pense que c'est important. Gardez en tête le mot résilience. C'est un terme qui a été abordé tout au long de l'émission, mais qui, je pense, est vraiment, vraiment d'actualité. Et je vous dis à très bientôt sur Cause Commune pour l'émission Chemin de Traverse. Merci Mehdi, merci Bogdan et merci à vous auditrices et auditeurs d'avoir été avec nous pendant cet échange. C'est un merci sincère parce que nous faisons cette émission pour vous. Nous espérons que l'émission vous a touché, inspiré, convaincu. Si c'est le cas, vous pouvez la faire vivre en parlant et en la partageant avec au moins une personne que vous aimez ou voire que vous n'aimez pas, pour reprendre des propos de Mehdi. N'hésitez pas à réagir, donner votre avis, poser des questions, faire des suggestions. Si vous nous écoutez en podcast, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre d'actu. Aidez-nous à mieux vous connaître, améliorer l'émission en répondant à notre questionnaire. En 3 minutes max, vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous et de notre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Cause Commune, c'est une équipe de bénévoles passionnés sans aucune personne salariée. Vous pouvez aider financièrement la radio à couvrir les frais matériels en faisant un don ponctuel ou encore mieux un don récurrent. Tous les liens utiles sont sur la page de l'émission sur le site causecommune.fm, émission Chemin de Traverse, ou dans les notes de l'émission si vous écoutez en podcast. Chemin de Traverse est en direct tous les mercredis à 22h sur Cause Commune 93.fm et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm.
Prochain rendez-vous, mercredi 1er octobre 2025 à 22h. Nous accueillerons Isabelle Batteste qui nous parlera notamment de coopération, notamment par le jeu, d'ingénierie pédagogique, de facilitation. Isabelle a co-animé pendant 2 ans sur Cause Commune l'émission Cœur Entreprenant qui proposait de découvrir un processus de création et comment un homme ou une femme ou un collectif passe de l'idée à la fabrication concrète d'un objet, d'une construction. On vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut et solidarité.